Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Loink. Je vous donne les petites bonnes pratiques du webinaire, mais vous les connaissez déjà tous. Il y aura des sessions de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui vous est dédié aux questions. Voilà, durant la présentation, nous y répondrons à la fin. Voilà, et puis en attendant, mais je vous souhaite un bon webinaire et Sylvie, Bruno, c'est à vous. Je suis désolé, je vous entends très très mal. C'est à moi là? Oui, c'est à vous. Ah, bon, excusez-moi. Oui, donc on va faire un peu d'histoire. L'utilisation de la codification Loink, en fait, ça date du décret 2016-46, où donc ce décret qui est sorti le 20 janvier 2016, qui indiquait qu'au 30 octobre 2016, tout le monde, tous les laboratoires de France et de Navarre devaient transmettre leur compte-rendu de biologie médicale dans un format conforme au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, donc le CISIS. Et dedans, c'était transmission en CDA et R2 niveau 3, les examens codés en Loink et l'alimentation systématique du DMP et l'utilisation de la MSS. Quand ce décret est sorti, en fait, déjà les éditeurs de biologie médicale n'étaient pas du tout prêts pour structurer ces comptes rendus et utiliser la MSS. Et de toute façon, même l'écosystème de santé n'était pas prêt également pour recevoir ces comptes rendus au format structuré. Donc il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par la SFIL et la FEMA. Bruno, on ne vous entend plus. Bruno, Sylvie, est-ce que... Moi j'entends, mais est-ce que lui nous entend? Faut peut-être lui écrire un petit mot. Oui, il a son micro coupé. Bruno, je ne sais pas si vous nous entendez, votre micro est coupé, on ne vous entend plus. Bon. Sinon, je vais reprendre, mais... Mais là, je crois que... Je vais lui envoyer un petit mot. Je vais lui envoyer un petit mot, on ne sait jamais. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, Bruno, mais si vous essayez de vous
de rafraîchir la page, de vous déconnecter et de vous reconnecter. Peut-être que ça va marcher. J'ai pas de nouvelles. Alors, chat. Ah, impossible d'activer le micro, il est là. Oui, j'ai vu, mais malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Faut qu'il se déconnecte. C'est ça, exactement. Faut se déconnecter, se reconnecter, je pense. C'est lui qui est en train de passer les diapos, là? Oui, je pense. Sylvie, si vous voulez peut-être reprendre la main sur Je vais reprendre un la petit peu suite. en attendant qu'il arrive peut-être à se reconnecter. Non, mais bon, bon, ça sinon, oui. Bon, il pourra peut-être, dès qu'il aura réussi, on va peut-être commencer un petit peu juste à parler du CDA, en attendant que Bruno arrive à se reconnecter. Donc si on parle un petit peu, en attendant que Bruno, se reconnecte pour, connaître un petit peu, tout ce qui est, l'historique, du projet, et toute, je dirais son évolution actuelle, je vais juste vous parler déjà un petit peu d'interopérabilité. Entre-temps, je pense que Bruno Gauthier aura pu se reconnecter. Au niveau de l'interopérabilité, c'est quoi l'interopérabilité? On parle de 2 interopérabilités, une syntaxique et l'autre sémantique. La syntaxe, c'est le format. Autrefois, il y avait H', mais H' donc a été, non maintenu et non maintenu. Donc maintenant, on passe au CDA R2 niveau 3. C'est ça donc la syntaxe, c'est le format du message. Le format, du message permet donc à une intégration, structurée de toutes les informations, et cette structuration est commune à tous. Autrefois, on avait je dirais un CDA tout simple avec, juste un corps, une en-tête, et un corps. Maintenant, on a une structuration beaucoup plus importante avec une structuration du corps, et à l'intérieur de cette structuration, on a donc ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique, c'est-à-dire le langage qui est utilisé par tous, qui est commun, à tous à l'intérieur de ce document, CDA R2, donc niveau 3. Donc la terminologie utilisée pour l'interopérabilité sémantique, c'est cette terminologie, LOINC, qui est une terminologie, anglo-saxonne, dirigée, maintenue par, la faculté à Indianapolis, le Regenstrief Institute. C'est une terminologie, qui va permettre, d'avoir un codage des analyses biologiques, mais pas que, puisque, permet aussi, d'avoir du codage au niveau de la pathologie, des symptômes, entièrement dans un document, médical, qui est, donc un document médical structuré avec un codage à l'intérieur qui sera structuré. Alors, si on rentre dans un petit peu de détail, ce compte rendu donc d'examen de biologie hem, est décrit dans les spécifications, du volet, c'est-à-dire dans le CISIS, dans le compte rendu d'examen de biologie disponible sur le site de l'ANS. Vous avez l'adresse qui est notée. Ça permet donc d'échanger toutes ces informations structurées et donc de les réexploiter. C'était ça le but. C'est bien beau d'envoyer des résultats sous format PDF ou autre, mais ce n'était pas exploitable. On pouvait les stocker, mais ça s'arrêtait là. Maintenant, on va pouvoir exploiter les contenus grâce à ces informations structurées.
Ça va s'appliquer aux examens de biologie, pour le patient, mais pour l'instant, on ne s'occupe pas de l'anatomopathologie qui a sa propre nomenclature, la génétique aussi a sa propre nomenclature. Ça peut s'appliquer par contre à des examens, non humains, c'est-à-dire, tout ce qui est vétérinaire, mais aussi, tout ce qui est poche de sang, cathéter et cetera. Le compte-rendu, d'examen de biologie, donc est conforme, au CISIS. Il s'appuie sur le standard, là on va le redire X fois, HL7 V3, c'est le CDA R2, donc niveau 3, évidemment avec le profil aussi XD-Lab. Heu, Tout ça, c'est des profils, donc là, c'est un profil IHE. En établissement de santé, il peut y avoir des échanges intra-hospitaliers qui sont encore en HL7 V2, c'est de l'alimentation point à point des serveurs de résultats. Mais vous pouvez aussi, par contre, transmettre un résultat à l'extérieur et là, il faudra du CDAR2 niveau 3. Je vous donne un exemple là, d'un CDA. Donc là, vous voyez pas, on va reprendre. Vous voyez l'en-tête qui est, le corps structurel en haut, puis les résultats qui sont en dessous. On a pris volontairement des examens de microbiologie afin de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner la microbiologie. C'est ça qui est le plus compliqué à coder, de nos jours. Du coup, on essaye, de vous donner un exemple le plus proche de la réalité. Voilà une en-tête avec, les données, d'identité, du patient, les données du laboratoire, tous les éléments nécessaires et obligatoires, qui constituent un compte rendu, une en-tête de compte rendu de biologie, avec toutes les coordonnées, aussi bien du patient que du médecin, que du laboratoire. Vous avez, la partie corps et là, vous allez avoir dans cette partie, corps du compte rendu, vous allez avoir déjà, le renseignement sur la nature de prélèvement, que c'est un nature d'échantillon, que c'est de l'urine. Les examens macroscopiques, hem, alors on me dit que vous ne voyez pas les diapos. Ah ça, par contre, je ne peux pas faire grand chose. Manon, on peut faire Oui, quelque je chose? m'en Oui? occupe, oui, oui, Bon j'essaie d'accord. de voir. D'accord. Alors, vous allez avoir donc la nature, puis la structuration. Hop là. La structuration, c'est des examens, macroscopiques, puis la microscopie avec les résultats de la cytologie, et vous avez après le résultat de la culture, c'est-à-dire, résultat de la culture, le nom du germe. Le nom du germe, ça, la numération du nombre de germes, puis le résultat de l'antibiogramme. Ces pavés se reproduiront, autant de fois, qu'il y aura de germes, à décrire évidemment dans le résultat. Alors toutes ces analyses, sont porteuses, ça ne se voit pas, c'est transparent pour l'utilisateur et pour celui qui va réceptionner le résultat, il ne verra pas le code Loinc. Alors soit le libellé qui est là, c'est votre libellé que vous avez envoyé, soit vous avez utilisé celui des jeux de valeurs dont on va parler après. Donc vous voyez bien que l'interopérabilité, l'ensemble, c'est un tout. Pour avoir, cette structuration donnée, surtout pour pouvoir réutiliser, il faut avoir donc un format standard international que tout le monde utilise, le CDAR2, niveau 3. Il faut utiliser des référentiels nationaux, mais pas que pour les résultats, aussi des référentiels nationaux pour les professionnels de santé, pour, le répertoire donc national des professionnels de santé, pour les adresses, pour, le nom des médecins, tout ça, on a besoin donc, d'avoir, d'utiliser au maximum tous les référentiels nationaux qui sont disponibles, au jour d'aujourd'hui. On utilise, pour le corps, pour l'en-tête, donc ces référentiels nationaux. Pour, le résultat, le corps, on utilise la terminologie internationale commune, donc la terminologie LOINC et l'ensemble de tout ça va améliorer évidemment une traçabilité puisque là, il va y avoir un codage qui va être
plus précis. Et il va y avoir, au bout du compte, puisqu'on va alimenter le DMP, on va pouvoir avoir une comparaison des résultats, on va pouvoir avoir des données qui s'affichent au niveau graphique, donc une meilleure coordination des soins. Et l'ensemble, évidemment, fait une meilleure prise en charge du patient. Donc cette terminologie, c'est le codage, commun à tous les examens. Vous voyez aussi l'intérêt, il n'y a pas que pour, je dirais, l'examen de biologie, dans le compte rendu. Actuellement avec tous les big data, les entrepôts de données de santé, on s'en sert énormément pour, recueillir des données épidémiologiques, pour faire lancer des protocoles. Les médecins sont très friands de tout ça, ont besoin d'avoir toutes ces données épidémio qu'ils extraient d'une base. Et avant, l'extraction se faisait un peu sur des parties de texte ça va se faire encore, mais là, avec du codage, l'extraction est beaucoup plus précise. Et donc, plus on va avoir de codage dans ces entrepôts de données, moins on comparera un peu les choux et les carottes, parce qu'on ne pouvait pas vraiment savoir si c'était la même chose avant. Et donc là, maintenant, on a une certitude avec ce codage qui est beaucoup plus précis. Alors, est-ce que Bruno est revenu parmi nous ou pas? Non, Non, il n'est pas encore là. Bruno. Bon, écoutez. Alors, sur cette première partie interopérabilité, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas donc à nous les faire parvenir. Moi, je répondrai au fur et à mesure, donc si vous avez des questions. Alors là, il y en avait 2. Alors Sandrine. Alors, entre les échanges donc en intra-hospitalier, le format CDAR2 niveau 3 donc n'est pas obligatoire puisqu'on peut rester au niveau 2. On peut rester, avec de l'HL7V2, pour faire du résultat, de l'échange de résultats point à point, ce qu'on appelle. Par contre, à partir du moment où on sort de la structure, on a l'obligation, puisque ces résultats qui sortent de la structure vont soit vers un laboratoire, soit vers un centre de santé, soit aussi vers le DMP. Et c'est là qu'on a le CDA R2 niveau 3 qui sort. Euh, Alors, le libellé d'examen, on me pose la question au niveau du libellé d'examen. Oui, les libellés d'examen qui vont être proposés, donc je vais vous décrire les jeux de valeurs, ne sont pas obligatoires à être utilisés. C'est une proposition, puisque plus il y a de libellés communs pour le clinicien qui reçoit, plus c'est simple. Après, on peut me demander d'améliorer les libellés, mais vous n'êtes pas obligé, c'est une proposition, vous n'êtes pas obligé donc de les utiliser. Alors, certains clients nous remontent, qu'il faut utiliser le libellé LOINC. Alors, attention de ne pas confondre le libellé, du référentiel LOINC dont on va avoir tout de suite le contenu. Dans les jeux de valeurs, vous avez le code LOINC, le libellé de référence LOINC et le libellé d'édition. Donc, le libellé de référence obligatoirement est introduit dans le système de gestion, mais il est transparent, il doit être transparent pour l'utilisateur. Dans le CDA, ce que vous allez voir, c'est le libellé d'édition. Ce n'est pas le libellé de référence LOINC qui apparaît. Alors, on va du coup, puisque Bruno apparemment n'est pas revenu, on va continuer sur l'OINC et on passera donc à tout ce qui est, je dirais, historique du projet et évolution euh, au niveau de l'ANS juste après. Alors, la terminologie LOINC. La terminologie LOINC, c'est une terminologie qui regroupe des observations de laboratoire, mais pas que, puisque il y a aussi des observations cliniques, des actes vraiment de clinique dans ce jeu de valeurs, de la radiologie aussi. Donc, l'imagerie est en train de se développer en France.
Alors ça sert à quoi l'OINC? L'OINC, ça facilite les échanges de résultats de biologie. C'est ce qu'on appelle donc l'interopérabilité sémantique, ce dont je vous ai parlé juste avant. Ça peut permettre aussi la demande d'examen de biologie à partir des mêmes codes, puisque en France, je dirais ce projet qui a démarré par le résultat, maintenant est en train de s'étendre vers la prescription et on va utiliser donc les codes de prescription de l'OINC et ça permet donc, la structuration des dossiers médicaux grâce au CDAR2 niveau 3. Les codes LOINC donc sont véhiculés dans le corps d'un compte rendu de biologie médicale, toujours, à ce même format CDAR de niveau 3, et ça va servir à décrire donc tout ce qui est résultat, mais aussi donc examen et analyse. Qui doit intégrer cette terminologie? Tout le monde. Ce résultat, il n'y a pas que les biologistes qui doivent l'intégrer dans leur système de gestion de laboratoire, puisque l'éditeur de logiciel, côté médecin, sera obligé aussi d'introduire l'OINC pour qu'il y ait une compréhension du code qui arrive. Savoir décoder. L'un code, l'autre décode. Donc, il faut des deux côtés que cette terminologie soit connue. Cette terminologie est maintenue par le Ruggenstrief Institute à Indianapolis. Leur site, c'est loinc.org. Vous pouvez aller regarder ce site. Et une version de la nomenclature LOINC est éditée tous les 6 mois. Alors, pour la petite histoire, en 98, on s'est posé la question de quelle nomenclature on allait choisir en France. Et il y avait, différents petits essais qui étaient faits, à la PHP, ou en Suisse ou un petit peu, à différents endroits et on a, tous choisi d'utiliser l'OINC comme nomenclature, commune puisque c'était elle qui avait, le plus grand essor. Alors, on me pose des questions. Alors, on verra après. Je répondrai au fur et à mesure, mais on va y venir. Ah, l'OINC, voilà. Donc, un code LOINC, c'est quoi? C'est un ensemble. Il y a déjà le code numérique, mais qui est juste un algorithme. Donc, c'est un algorithme, c'est eux qui ont créé ça, donc un algorithme, et il augmente progressivement avec le nombre de codes. Il y a une structuration en 6 axes principaux. Ce qu'on appelle analyte et paramètres, ce qu'ils appellent component ou sous-component ou sous-sous-component dans leur langage. L'analyte, c'est l'élément mesuré. Et vous allez avoir associé à cet élément mesuré des éléments soit physiologiques, soit de temps pour des épreuves. Vous allez avoir par exemple glucose à jeun, glucose postprandial, un cortisol à 8 heures, un cortisol sous 30 minutes après synactène. C'est tout ce que. Mais l'analyte, c'est cortisol, le reste, ce sont des paramètres. La grandeur, l'OINC va décrire la grandeur, c'est-à-dire c'est la caractéristique de ce qui est mesuré. Ce ne sont pas vraiment des unités, mais c'est le niveau au-dessus de l'unité. Si vous voulez, ils vont globaliser des masses, c'est une concentration, c'est une vitesse, c'est un volume, c'est un nombre. Ils vont pas aller au-delà en disant c'est ingérable de gérer toutes les unités dans le monde entier, ce qui est vrai. Mais maintenant, nous, on leur avait dit qu'en France, on essayait de gérer les unités. Et ils avaient rigolé, puis maintenant, il y a bien une colonne, les unités principales évidemment sont renseignées dans l'OINC, mais ça ne fait pas partie du code, du libellé associé au code plus exactement. La temporalité, c'est le moment ou l'intervalle de temps où est réalisée la mesure. La majorité des tests, c'est ponctuel, c'est à un moment donné, c'est la mesure faite à un instant présent. Mais il peut y avoir un recueil urinaire sur 24 heures. Il peut y avoir, par exemple, pour un xylose, c'est des urines de 5 heures. Il peut y avoir, donc toutes sortes évidemment, de temps, indiqués donc dans ce code.
Le milieu, c'est le milieu d'exécution des analyses. Là, il va y avoir des urines, tout simplement dans l'exemple que je vous ai donné. La grandeur, c'était masse par volume, par exemple en grammes par litre. L'échelle de mesure, c'est pour dire si c'est un résultat numérique, si c'est un résultat qualitatif, donc quantitatif, si c'est un texte. Si c'est un texte nominal, on va avoir, du libellé, nominal. Alors le résultat nominal, ce sont des textes codés, tout simplement. Et vous allez avoir une échelle, pardon, c'était déjà l'échelle, quantitatif, ou ordinal. Et la technique, alors la technique n'est pas toujours renseignée dans les codes Loïc. Pour un code Loïc, c'est-à-dire, un code, là, numérique, et le libellé, vous n'allez pas voir tout le temps la technique, marquée. Il considère qu'il faut créer un code spécifique, je dirais, avec la technique, notée, lorsque le résultat est analytiquement différent. Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, ici, ce code de la microalbumine dans les urines. Vous allez avoir évidemment une technique puisque celle-là, elle est spécifique d'une micro-méthode. Limite de détection inférieure à 1 mg par litre, c'est une micro-méthode. Donc là, le résultat n'est pas pareil qu'une albumine dans une urine de 24 heures, par exemple. Donc là, il crée un code spécifique pour cette technique. Par exemple, une protéine, un dosage de protéines, Nuri, dans, non, une protéinémie, pardon, dans un sérum et par électrophorèse, ça sera 2 codes différents. Évidemment, là, ils nous accepteront de mettre une technique. Et à certains moments, pour tout ce qui est sérologie, par exemple, heu, les techniques que vous verrez ne sont jamais des techniques précises, ce sont des techniques génériques. Ils ne vont pas rentrer dans un détail, mais ça va permettre quand même d'avoir des codes un petit peu plus variés pour avoir, par exemple, la détermination ou en auto-immunité ou en sérologie, c'est pareil. Il va y avoir des codes donc spécifiques, vous allez toujours avoir un code générique sans rien, un code avec, par exemple, une technique d'immunoanalyse et un code, générique pour de l'immunofluorescence. Ou, donc là, ils vont avoir des codes spécifiques, ce qui nous permet quand même avoir un détail du résultat un petit peu plus important que d'utiliser toujours le même code, quelle que soit la technique, utilisée. Mais vous aurez dans le message CDAR2 niveau 3, évidemment, un endroit où vous pourrez, indiquer précisément la technique. Voilà. Quelqu'un me pose la question quand il existe plusieurs codes Loïc dans le même examen. Heu, alors, je vais vous décrire le jeu de valeur circuit de la biologie. Le jeu de valeur circuit de la biologie, j'anticipe un tout petit peu, va vous aider à trouver ces codes puisque c'est ceux-là qui sont préconisés à être utilisés. Le travail de dégrossir un peu la nomenclature Loïc, on l'a déjà fait, en grande partie, évidemment. On ne code pas tous les examens de toute la France, évidemment. On ne vous les propose pas tous. Mais ce choix de l'examen, c'est pas vous qui faites de choisir le plus précis ou le moins précis, etc. En règle générale, pour tout ce qui est biochimie, hématologie, et cetera, on essaye de privilégier un code sans technique pour avoir le maximum d'interopérabilité. La référence à la technique, vous l'avez, vous l'envoyez dans le message, il n'y a pas de problème. Un jour ou l'autre, la NSM est en train de nous faire un codage des techniques. Donc, vous aurez un codage très précis de vos techniques qui sera transmis avec le code Loïc, ce qui permettra donc de lever toute ambiguïté. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore ces codes. Donc les codes différents de Loïc permet du coup on ait quand même des possibilités différentes d'envoi de résultats quand on a 2 techniques dans un même dossier. On peut très bien avoir une technique un petit peu plus large. On a fait de l'immunofluorescence pour, par exemple, pour des anticorps antinucléaires ou autres et après on a voulu faire après un truc un peu plus précis, par exemple avec de l'immunoblot.
C'est possible, c'est pour ça qu'on vous donne 2 codes et que Loïc a accepté de créer un petit peu plus de codes. Mais en règle générale, vous allez utiliser tout ce qui est, tout ce qui est sérologie, c'est sûr, auto-immunité, sérologie. On vous a donné dans le jeu de valeurs des codes indiquant, des codes avec technique, alors que vous verrez dans le reste du référentiel, on va utiliser surtout les codes sans technique les plus larges possibles. Alors, la structuration, on revient un petit peu sur la nomenclature Loïc. La nomenclature Loïc, quand on l'édite à partir du site loinc.org, elle est chapitrée. C'est chapitré avec l'ensemble des disciplines pour la biologie, mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas que la biologie qui était représentée. On va avoir toutes les disciplines médicales, la radiologie, la cardiologie, la pneumologie, des questionnaires infirmiers, des documents administratifs, etc. Donc là, dans ces chapitres, quand on veut, rechercher, un terme, on peut rechercher, dans tel ou tel, chapitre, par exemple un antibiotique et cetera et on obtient tout ce qu'on veut. On a, aussi, une représentation, par panel. Cette représentation par panel, donc c'est, à l'intérieur du site Loïc, on peut aller voir un browser qu'ils ont. Ils ont une démonstration par panel et ces panels vont nous servir à nous aider pour la prescription. Ils nous proposent des contenus de panel. Ces contenus de panel ne sont pas tous obligatoires à la lettre puisqu'il y a des règles d'utilisation de ces panels. Ils ne souhaitent pas donc créer, indéfiniment des panels, pour, je dirais, le monde, en entier. Ils ont proposé quelques panels les plus fréquemment utilisés, des contenus avec des analyses génériques dedans. Par contre, on a le droit, nous, d'utiliser ce panel avec des analyses qui sont dérivées, c'est-à-dire avec une technique différente, avec une unité différente. Donc ça, c'est des règles qu'ils nous ont données, qui sont dans les règles d'utilisation de Loïc au niveau international. Et donc, nous pouvons les utiliser un petit peu pour cette prescription. Autre possibilité, ils ont fait une proposition, mais pour l'instant, je dirais que c'est un niveau expert plus plus parce que, heu, ce sont plus, des groupes, d'épidémiologie qui leur demandent ça. C'est la structuration des entrepôts de données par groupe. Un grand sujet, par exemple, un sujet qui regroupe tous les marqueurs du tabagisme d'un entrepôt de données de santé. Donc il va y avoir un code Loïc qui est donné et dedans, on aura tous les codes Loïc qui se rapportent à ce thème. Ça, c'est une structuration un petit peu plus complexe et c'est surtout une structuration, je dirais, peu utilisée pour l'instant. Alors en France, on a décidé depuis déjà, quelques années, je dirais 2010 à peu près. En 2010, l'ASIP, anciennement l'ANS, anciennement ASIP, s'est dit qu'il fallait qu'on utilise donc cette, nomenclature internationale et cette nomenclature internationale, le seul problème, c'est qu'elle était donc en anglais évidemment et avec un langage bien particulier. La version actuelle, c'est la 2.72, qui est parue donc, au mois d'août. Cette, version 2.72, on est en train de la traduire, elle est traduite pardon. Heu et on a décidé en France depuis 2010 de la traduire. On s'est dit: «Il faut absolument aider, si un jour il faut utiliser cette nomenclature, il faut la traduire en français». Donc on a commencé à créer ce jeu de valeurs, Loinc en français, qu'on l'on maintient donc tous les 6 mois, qu'on édite tous les 6 mois. Alors la version actuelle que vous allez avoir, d'ici, très, très peu de temps et c'est la semaine prochaine, normalement, c'est la version 2.17, qui va contenir, il y a quand même 56 000 codes au niveau de la biologie, hein, je dis bien parce qu'au départ, on s'est content donc l'ASIP nous a demandé, de traduire, la partie biologie en français.
Alors, elle a émis un appel d'offres il y a quelques années et au départ, donc c'est l'AP-HP, dont je fais partie, la SFIL, la Société française d'informatique de laboratoire, qui a répondu, avec la société Mondeka qui nous donne, notre serveur multiterminologie pour gérer cette nomenclature, plus facilement et la société Vidal, qui s'apprêtait aussi à faire une traduction. Donc tous ceux qui faisaient des traductions de Loing se sont réunis pour faire cette traduction commune. On s'est dit que cette traduction, ça suffisait pas pour aider les laboratoires, donc on a essayé de faire un alignement avec la NABM. Cet alignement avec la NABM est paru donc dans le jeu de valeur, paraît dans ce jeu de valeur. Il est, on s'est dit que dans les laboratoires, vous connaissiez la NABM par cœur et que c'était plus simple d'aller trouver des codes. Mais bon, en fin de compte, ça n'a pas suffi. On le maintient, il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas suffi. On devait aller plus loin et faire un peu comme Loïc avait fait. Ils avaient fait leur top 2000. On a fait la même chose. On a regardé leur top 2000, mais ça correspondait pas forcément à nos analyses. On avait décidé en France et on a des règles d'utilisation en France. On a maintenant l'habitude d'utiliser beaucoup les unités, par exemple en mol ou millimol, par litre et ces habitudes du fait du GBEA que nous avions prises dans les laboratoires, Loïc n'a pas suivi, lui, dans la terminologie. On a dû lui demander, moi au début à la PHP, je leur ai demandé énormément de code pour ils évoluent vers ces unités, vers ces grandeurs. Donc, ils ont accepté de nous créer. On a eu à peu près 3000 codes de créés en 15 ans, et ce qui était déjà pas mal pour eux. La France est le plus gros demandeur de code auprès de Loïc. Donc, on s'est dit que ce jeu de valeurs donc n'était pas suffisant. On a fait notre jeu de valeurs, donc circuit de la biologie, et ce jeu de valeurs circuit de la biologie permet maintenant d'avoir regroupé des examens prescriptibles et les résultats résultats d'analyse, pardon, les plus fréquentes en France, qui correspond à 80-90% de l'activité de biologie médicale, mais pas que de ville, hein, c'est marqué encore de ville maintenant. Les hôpitaux, évidemment, codent de la même façon. Et la version actuelle qui sort la semaine prochaine est la 1.1.17. Donc, c'est un sous-ensemble de Loinc français, mais qui vous permet de faire le transcodage, qui vous aide à faire le transcodage. Il y a là 1577 examens prescriptibles. Il y a déjà donc un bon démarrage de cette prescription en France pour 6097 résultats d'analyse les plus fréquemment utilisés en France. Alors, en France, on va avoir ces deux jeux de valeurs. Donc, le jeu de valeurs français qui édite la totalité des codes Loinc. Vous allez avoir ce circuit de la biologie et vous allez avoir d'autres choses qui commencent, qui nous ont été demandées. On a le jeu de valeurs avec les answer lists. C'est un jeu de valeurs, ils ont commencé à faire des jeux de valeurs de listes de réponses. Là, vraiment, là, on est dans le résultat. Avant, c'était le tuyau qui faisait passer le résultat. Le code Loinc, c'est le tuyau qui fait passer le résultat d'analyse. Et maintenant, on peut coder des textes. On peut coder des petits éléments positifs, négatifs, des résultats des groupes sanguins, etc. Donc, je vous ai donné un exemple de groupe sanguin avec un exemple de liste. Il y a la liste ABO groupe avec les résultats A, AB, A, et ils sont tous codés, ainsi que des listes associées à un code Loïc, puisque maintenant ils essayent de dire pour telle analyse qui était le groupage ABO-RHD, on va avoir une liste ABORH avec toutes les réponses qui sont accrochées donc euh, à ce résultat d'analyse pour ce code.
Autre possibilité, autre demande qui a été faite de l'ANS, pardon, d'éditer, le jeu de valeurs spécifique avec tous les codes, sur le coronavirus. C'était l'ensemble des codes en relation évidemment avec le Covid-19. Au départ, ça a beaucoup servi parce qu'on a cerné tous les codes et sur ce jeu de valeurs, vous avez même les codes, du SI-DEP qui ont été vous avez 2 onglets, un avec tout, ce qui est coronavirus et un onglet spécifiquement SI-DEP avec, les codes, utilisés donc dans le système SI-DEP. Donc ça, c'était pour permettre de bien les identifier et de, les avoir sous la main rapidement. Alors, je vais reprendre un petit peu s'il y a des, avant de rentrer dans le détail, je vais voir s'il y a des questions. Hem, alors, il y a quelqu'un qui me dit: «Je parle du libellé du jeu d'édition visible qui parfois diffère de beaucoup des libellés locaux des laboratoires». Oui, les libellés, des laboratoires et les libellés proposés donc dans ce jeu de valeurs circuit de la biologie que l'on va voir, peuvent différer. Je vous dis, vous avez le droit d'utiliser ceux des laboratoires. Alors, à quoi sert le jeu de valeurs Loïc en français pour les logiciels de médecine de ville, si les logiciels biologistes s'appuient sur un référentiel plus large? Alors non, le jeu de valeurs Loïc en français, c'est celui que tout le monde celui-là, il a l'ensemble des codes de biologie. Celui-là, il est installé, donc il peut être installé au niveau des médecins, au niveau, bio. C'est un référentiel plus restreint que l'on utilise pour transcoder, c'est le circuit de la biologie. Le plus large, c'est le LOINC FR, je dirais, toute la biologie et vous avez le circuit de la biologie qui est un sous-ensemble de l'autre, à utiliser préférentiellement au niveau codage pour une bonne interopérabilité en France. Voilà. Alors, Bruno, est-ce que tu veux reprendre maintenant ou je continue? Bruno? Oui, oui, je suis là. Attends, Est-ce que j'active mon micro. est-ce que tu veux reprendre maintenant ou Bon, tu va jusqu'au bout, c'est plus logique. d'accord. Et puis je OK, reprendrai après pour OK, remettre les éléments de contexte. d'accord. Alors, je vois qu'il y a 2 autres questions. Alors, dans le cas d'une hospitalisation dans un établissement sans plateau technique, le laboratoire exécutant devra-t-il aussi transmettre le compte-rendu dans l'espace de santé? On verra ça avec ah bah Bruno, tu as répondu. Bon, d'accord. OK. Alors, je repars. Alors, on va rentrer dans le détail du circuit de la biologie. Alors, à quoi sert donc ce jeu de valeurs circuit? Je vous l'ai déjà, un petit peu, dit. C'est amorcer le codage, c'est harmoniser le codage des examens prescriptibles, et des résultats d'analyse en France, en sélectionnant des codes dans l'OINC international. C'est nous qui choisissons. Ce sont des groupes de travail qui choisissent les codes. Alors, après, il peut vous en manquer, c'est évident, hein, donc ça, on va voir ça. Proposer aussi un modèle cohérent, du circuit de la biologie, de la prescription aux résultats. C'est un petit peu pour, que tout le monde, je dirais, se structure de la même façon. Enrichir tout ce qui est de la description des codes avec des attributs complémentaires comme des libellés, des synonymes, des unités, etc. Étendre le périmètre proposé par loin, qu'on vous propose même des codes à portée nationale qui répondent aux usages en France. Parce que l'OINC, on va leur demander des nouveaux codes régulièrement. Ils vont mettre entre 6 mois à 2 ans à nous répondre sur certains cas, avec des échanges de questions-réponses entre eux et nous. Mais donc, il va vous falloir des codes. Pour vous avancer, on va vous mettre des codes à portée nationale. Ces codes à portée nationale, certains seront pérennes. Ça, il faut pas, croire que l'OINC nous donnera tous nos codes, puisque nous utilisons en France beaucoup de codes analyse pour mettre des commentaires et des interprétations. Donc ça, l'OINC ne veut pas ou en met très, très peu, ne nous en donne pratiquement pas. Donc ça, ces codes resteront à portée nationale. Par contre, certains sont voués à être remplacés par un code, LOIC.
Si on structure, donc si on montre cette structuration, le fichier, c'est un fichier Excel tout simplement qui a donc différentes colonnes. Les premières colonnes en orange vous montrent le transcodage à la NABM, c'est-à-dire c'est pas c'est pas la facturation qu'on vous demande, c'est un moyen facilité de se repérer dans un fichier Excel. Les premières colonnes, on peut trier sur des chapitres, et cetera. C'est un moyen de se retrouver dans ce fichier Excel. Donc il fournit les indications, des codes qui sont voisins à cette prescription. On a la prescription, donc des analyses, une partie prescription en vert. Le jeu de valeur donc est en 3 parties. Il y a la partie NABM, la partie examen et la partie analyse. Dans cette partie, examen, vous allez avoir des libellés, de demande, par exemple comme là, c'est l'albumine. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des synonymes ou clés d'appel, hein. Ce ne sont pas forcément que des synonymes, ce sont aussi des clés d'appel pour le clinicien. Un code LOINC pour un examen prescriptif, c'est le code LOINC de l'examen prescriptif avec son libellé français de référence. Je répète, ce libellé français de référence est un libellé qui est transparent pour l'utilisateur, il n'apparaît pas sur les comptes rendus. Vous avez une colonne Order, Boss, Observation pour dire si ce code est un code, là c'est un typage de LOINC. Normalement, un code de prescription devrait toujours être order. Les orders, ce sont surtout des panels, c'est-à-dire des regroupements. Or là, vous allez avoir des codes BOSS. Un code BOSS, c'est LOINC considère qu'un code BOSS, c'est un code qu'on peut utiliser en demande et en résultat. C'est le même code. Des codes observation ne devraient normalement pas être dans cette partie prescription, mais vous en aurez quelques-uns par erreur de LOINC de ne pas les mettre en tant que BOSS. En prescription, vous allez avoir besoin de renseignements sur le prélèvement. Donc, il peut y avoir vous allez voir dans ce jeu de valeurs circuit de la biologie différents onglets. Vous avez des onglets avec des onglets qui représentent la nature de prélèvement, les listes de nature de prélèvement, donc qui correspondent au SPM, au champ spécimen 4 d'HL7. La colonne localisation, savoir si oui ou non il y a besoin d'une localisation. Le prélèvement se décompose en plusieurs parties. La nature du prélèvement, le sang, les urines. Un prélèvement pulmonaire, la localisation, c'est bronche, poumon, liquide de lavage broncho-alvéolaire, etc. Une localisation plus fine, c'est ce qu'on appelle le SPM 8 ou 9 qui indique la latéralité. Vous avez donc des listes qui sont proposées dans les onglets de ce fichier Excel. Après, les renseignements cliniques, donc c'est ce qu'on appelle les éléments cliniques pertinents. Ces éléments cliniques pertinents peuvent être associés à cette demande d'examen et on peut associer donc cette demande, soit c'est associé obligatoirement oui ou non, avec une liste associée donc à cette demande. Tout ça, c'est pour favoriser la prescription. Vous pouvez, dans ces colonnes, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, retrouver des colonnes vides dans ce jeu de valeurs. Si les colonnes LOINC et libellé de français de référence sont vides, ça veut dire qu'elles sont reportées dans les colonnes AG et AH. Ça veut dire que ce sont des codes en attente à portée nationale. On n'a pas pu mélanger, puisque ces codes n'ont pas la même structuration, ce sont des codes numériques, mais il n'y a pas le petit tiret, les autres sont alphanumériques. Il ne fallait pas mélanger les colonnes. Donc les colonnes LOINC sont là et les colonnes AGAH vous donneront les codes d'examen prescriptible, mais en attente de retour de code LOINC. Alors, tous ces codes, donc je vous en ai parlé, et ça va évoluer puisque toutes les listes de renseignements, donc d'éléments cliniques pertinents, sont à l'étude actuellement au niveau de groupes de travail, au niveau de l'ANS. Alors, on nous demande si on a prévu à terme de changer le format du fichier data LOINC circuit de la bio, Excel CSV,
sont pas des bons formats pour les outils informatiques, contrairement à JSON par exemple. Voilà. Ça, c'est problème de format, il faut le remonter au niveau de l'ANS. Nous, le consortium, on édite les formats que l'ANS nous demande. Pour l'instant, donc, je dirais le format du fichier Excel va évoluer puisque nous allons avoir l'introduction de toutes les données de prescription qui arrivent. Donc, il va y avoir une évolution du format Excel. Par contre, sous d'autres formats informatiques, là, il faudra voir ça au niveau de l'ANS. Alors, que se passe-t-il si un laboratoire envoie des résultats à un médecin généraliste, mais les deux ont une version loin différente? À partir du moment où le code LOINC est connu des deux côtés, il n'y a aucun problème. Si c'est évidemment le dernier code qui vient de sortir, etc., et que l'autre, il ne l'a pas encore mis, c'est sûr, il ne sera pas reconnu. Mais sinon, un code LOINC, qu'il soit d'une version ou d'une autre, à partir du moment où c'est ce code, il ne change pas. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Lors d'une mise à jour d'un code national par un nouveau code LOINC, le labo doit mettre à jour son paramétrage. Comment est-il prévenu? Voilà. Alors, vous allez avoir l'édition de ces jeux de valeurs sont édités sur un site qui s'appelle bioloinc.fr. Quand je vais me connecter juste après. Je vous montrerai sur le site comment donc être enregistré sur ce site. Il faut vous enregistrer, il faut vous abonner à la newsletter. Il y a un petit plus-moins qui est à cliquer dessus. Et à partir du moment où vous êtes abonné à cette newsletter, vous recevez, dès que nous on a mis à jour le portail, vous recevez un message. Donc vous êtes au courant. Voilà. Et donc là, c'est à ce moment-là que vous devez vérifier les formats. Si je continue donc la deuxième partie, troisième partie du fichier, si on a donc ce code, la troisième partie, c'est les résultats. Les résultats, donc on a une partie, tous les résultats sont chapitrés. On a essayé d'organiser au maximum ce chapitrage et je vous ai proposé une classification des résultats, c'est-à-dire un ordre selon lequel vous pourriez, dans un serveur de résultats, avoir à mettre vos résultats. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ordre qui est affiché. Déjà, premièrement, il aide à s'y retrouver pour aider au transcodage, puisque c'est un moyen, ce jeu de valeurs aide au transcodage des analyses, donc c'est vraiment le moyen que vous avez pour vous y retrouver. C'est pour ça qu'il y a une sorte de classification avec chapitres, sous-chapitres qui vous sont proposés, et dans un onglet de ce jeu de valeurs, pareil, vous avez l'ensemble des chapitres que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser là pour la structuration CDA. Donc, là, vous avez un rang proposé sur ce jeu de valeurs, c'est pareil, c'est un rang à titre indicatif, parce que certains serveurs de résultats, quand on reçoit des résultats d'X laboratoires différents, etc., pour la même personne, il faut mieux avoir une classification fixe, sinon vous avez des surprises au niveau de l'agencement des résultats dans les serveurs. Donc, c'est une proposition de classification. Là, on retrouve donc l'albumine qui est exactement le même code qui était en prescription tout à l'heure. C'était normal, c'est un code BOSS. Vous avez un libellé d'édition proposé. Vous avez aussi un niveau minimum de comparabilité, juste un petit peu pour alerter le clinicien au niveau de son système. Un niveau 1, ça veut dire le code LOINC se suffit à lui-même. Évidemment, j'entends qu'il y a tout ce qui passe derrière associé. Vous envoyez les unités, vous envoyez les bornes de référence, vous envoyez la technique, vous envoyez tout. Hein. Mais on peut très bien dire le niveau minimum de comparabilité avec le code LOINC, c'est bon. Les unités recommandées, donc en France. Unité recommandée, pourquoi on l'a fait? Unité Youkoum étant le dictionnaire, la grammaire utilisée au niveau des systèmes informatiques, commune à tous. Et ces unités recommandées, pourquoi on les met? Parce que le principal, quand vous avez des unités, il ne faut pas avoir trop de différence de décimales sur un même code LOINC. Parce que sinon, le clinicien, il ne va plus savoir trop comment s'y retrouver. Il va falloir gérer un dictionnaire d'unités, sinon derrière.
au niveau du minimum de comparabilité, si vous avez le terme 2, ça veut dire que le code LOINC ne se suffit pas à lui-même, qu'il faut absolument qu'un code technique différent soit identifié. C'est pour ça que les codes de la NSM seront indispensables à ce niveau-là. L'association d'un code LOINC et d'un code ANSM, donc ça permettra une comparabilité des résultats nettement meilleurs que de nos jours. Alors, c'est dans ce jeu de valeurs, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir donc des codes LOINC avec des grandeurs correspondant à l'unité internationale, mais pas que. Bon, c'est celles qui sont recommandées par le CISIS, hein, pas de problème. Mais on sait très bien que dans les laboratoires, par exemple le glucose, hein, tout simplement, vous allez utiliser comme unité principale en ville surtout le gramme par litre. À l'hôpital, ça sera plutôt millimol par litre. Donc, je vous ai donné ces 2 codes puisqu'ils vont être utilisés. Donc, il fallait mieux donc mettre de temps en temps, vous allez avoir les 2 grandeurs possibles et à vous d'utiliser donc la bonne en fonction de l'unité recensée. D'autre part, vous allez avoir, on dit on n'utilise que les unités internationales, mais pour la pharmacologie, on n'utilise pas des moles, on utilise donc il y a un consensus national pour utiliser les masses par volume. Voilà, c'est tout cet ensemble de règles qu'on a mis en place et qui est important donc de connaître. Et je vous dis, ce sont des groupes de travail de chaque discipline qui ont permis de un petit peu de trier ces analyses. Vous allez avoir une partie aussi, donc on continue sur la droite le fichier Excel, vous allez avoir un petit peu une partie gestion. Et c'est là, au niveau informaticien, c'est très important, puisque là, vous allez avoir la date de parution. Je vous avais pas dit, attendez, j'ai oublié un petit truc. Ici, pareil, exactement pareil que la prescription, vous pouvez avoir des cases vides. Ça veut dire que ces cases sont retranscrites en AJ, elles sont un petit peu plus loin. Avec le code et le libellé, ça doit être AH, je présume, il y a une petite erreur là. Elles sont retranscrites un peu plus loin sur la droite et parce que ce sont des codes en attente. Pareil, toujours le même principe. La gestion, vous avez quoi? Vous avez en jaune la date de validation et la version VP, c'est la version de publication et sa date de publication. Le statut, si ce code est actif. Alors, de temps en temps, vous allez avoir inactif maintenant, ANS. L'inactivation veut dire qu'on a remplacé ce code par un autre, qu'il faut mieux utiliser l'autre dans vos résultats pour avoir toujours une meilleure interopérabilité. Ou alors, c'est aussi des codes qui peuvent être fermés par Loink, puisque tous les 6 mois, lors de l'arrivée de la nomenclature Loink, un code peut fermer. Donc, on est obligé de vous les remplacer, de vous proposer tout de suite un autre code. Donc, dans la gestion, s'il y a des modifications mineures comme libellé d'édition unité, vous aurez juste une version d'item corrigée qui sera notée. Par contre, s'il y a un changement de résultat, attention, c'est que de la gestion au jour d'aujourd'hui de résultats. La gestion de la prescription va arriver aussi, d'où changement de format de l'Excel. Donc là, si on a un changement du code de résultat, d'analyse, le code d'analyse, vous allez avoir une date de retrait du code 60474-4, la date de retrait, la version du retrait, donc version de l'item corrigé, donc remplacé par, avec le code en dessous, le bon code à utiliser qui devient actif. Donc ça, cette petite gymnastique, oui, tous les 6 mois, il faut aller chercher, vous filtrer sur ce qui est qui a fermé sur la version là qui paraît, et vous regardez s'il n'y a pas des codes qui vous concernent, qui ont fermé, qui ont été remplacés par un autre. Pareil, si vous voulez chercher les nouveaux codes, vous triez sur la VP, vous cherchez la version VP 1.1.17, ça sera, et vous verrez tous les nouveaux codes. Alors, quelques règles qu'on a utilisées qui peuvent vous paraître à des moments un petit peu,
on a essayé on a réfléchi à beaucoup de choses et on s'est posé beaucoup de questions. Par exemple, en chimie, ça va peut-être vous paraître, bizarre, pour les urines, il y a énormément de codes proposés pour, un examen donné, hein, pour le sodium, potassium, n'importe, exprimés en litres. On peut très bien exprimer un en litres sur un échantillon ou sur des urines de 24 heures, ou c'est des urines de 5 heures, de 6 heures, il y a tout ce qu'il faut dans le Loïc. Donc on a choisi d'utiliser qu'un seul code quand c'est exprimé par litre, que ce soit, sans aucune précision, de la durée de recueil. Par contre, après, vous avez les codes proposés de calcul par 24 heures, et cetera, puisque c'est ceux-là que l'on rend, c'est le résultat donc par 24 heures. Et si vous rentrez des par litre, vous en avez un qui est proposé, mais que ça soit sur un échantillon ou sur des urines de 24 heures. Voilà. Donc là, normalement, vous avez des codes proposés avec, des codes non porteurs de techniques génériques pour la chimie. Pour la sérologie, par contre, oui, on va automatiquement proposer des codes avec en priorité les codes porteurs de la technique générique, enfin, immunofluorescence, immunoanalyse, immunoblot, etc. Pour la microbiologie, alors là, c'est un petit peu plus complexe. Je vous ai présenté tout à l'heure un exemple de CDAR2 niveau 3. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal, c'est comme ça que ça doit normalement être présenté, un résultat de microbio, mais ça va être très lié à votre système de gestion de laboratoire. Donc, les codes proposés, certains vont dire: «Bah, il y a pas beaucoup de codes» et non, parce que normalement, heu, pour le résultat, par exemple, de la culture, vous avez que 2 codes. Le code, micro-organisme identifié et nombre de colonies, les autres étant, il y en a d'autres, hein, que je propose, mais il y en a pour vraiment le résultat, vous en avez que 2 indépendamment de la nature de prélèvement. Ces 2 codes seront utilisés plusieurs fois dans votre compte rendu parce qu'ils sont rattachés à l'échantillon. D'autres règles sur l'antibiogramme. Au départ, il n'y avait qu'un seul code proposé par antibiotique. Maintenant, vous en avez 2 de proposés. Celui de la CMI est proposé. Donc, par défaut, vous utilisez que les résultats RIS. Soit votre système sait tout rendre sur un seul code, vous rendez sur un seul code. Si votre système ne sait pas rendre sur un seul code, vous utilisez les 2 codes proposés RIS et CMI. Ça dépend parce qu'avec les nouveaux automates spécifiques, qui sont arrivés, certains avaient besoin, en fonction des systèmes, vous aviez besoin de 2 codes. Donc on vous les a donnés. Tout le problème aussi des commentaires, des interprétations, Loïc ne nous donnera que très peu de codes, vous aurez beaucoup de codes à portée nationale. Et sinon, je vous encourage à utiliser donc ce qui est prévu dans le CDA pour faire remonter vos commentaires et interprétations. On a même donné des codes de chapitres pour vous permettre de regrouper vos commentaires. Alors une minuscule petite description de la nouvelle version, voilà. La grosse amélioration, je dirais, de cette version, c'est l'enrichissement. Il y a les 20 allergènes, les plus fréquents en RAST et beaucoup de codes, qui sont revenus de Loïc, donc ont été remplacés. Donc là, il y a un gros remplacement de codes Loïc, les codes à portée nationale, vraiment là, sont remplacés pour, de nombreux codes par le code Loïc officiel. Il y a le résistance au carbamazépinase et pas mal de détection de génome qui ont été rajoutés. Alors le portail BioLoink. Le portail, bioloink.fr, donc c'est le portail qui est fait par le consortium. Quand vous allez sur ce portail, il faut se connecter. Donc vous vous enregistrez, et vous pouvez donc, avoir et tout en bas, vous avez la possibilité de rentrer donc dans les différents jeux de valeurs. Au niveau des jeux de valeurs, par exemple, le jeu de valeurs circuit, quand vous cliquez, vous avez les questions-réponses. Vous avez ici un plus-moins qui est apparu. Je vais aller sur le site, ça va être plus clair pour vous. Je vais aller directement sur le site. Attendez, je vais partager. Alors, partager. Ah,
je peux pas. Attendez, partager l'écran. Partager. Alors, toc. Non, c'était pas ça. Voilà. On est sur le site bioloing.fr et vous allez pouvoir, en descendant, vous allez avoir l'actualisation qui va se faire la semaine prochaine. Vous allez avoir soit le jeu de valeurs Loing Biologie, on regroupe tous les codes de biologie, circuit de la biologie ou le NABM si vous le souhaitez. Si je vais sur Loing Biologie, vous avez ici, voilà, le plus-moins. Ici, moi, j'ai un petit moins parce que je suis abonné à la newsletter. Si vous voulez, donc, je vous encourage à cliquer au départ, c'est un petit plus. Je vous encourage à vous abonner pour recevoir le mail lors de la parution des jeux de valeur de la mise à jour. Là, vous pouvez afficher des libellés Loïc et même savoir si, donc là, le code NABM, s'il y a un lien avec. Vous pouvez télécharger ici des modes d'emploi différents. Là, ce sont lorsqu'on me fait des demandes, il peut y avoir via le site, on peut avoir le retour sur ces fichiers Excel. Mais surtout, ce qui est important, c'est les descriptions des jeux de valeurs et les jeux de valeurs en eux-mêmes que vous pouvez télécharger. Vous pouvez donc me proposer des choses, proposer un nouveau code, donc pour envoyer à Loïc évidemment, parce que vous ne l'avez pas trouvé, vous avez besoin de nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter par ce biais ou par tout simplement, vous avez au niveau de l'accueil, vous pouvez en bas. Je suis en train de regarder. Vous pouvez nous faire des questions sur le support, hein. On peut aller aussi dans le circuit de la biologie. Circuit de la biologie, par exemple 1, vous avez le lien avec le résultat, la prescription, vous avez la version, vous avez tout ce qui est sur le jeu de valeur, et de la même façon, vous allez pouvoir télécharger à différents formats, XLS, COS, et vous pouvez nous proposer des choses aussi. Vous avez des questions-réponses aussi, vous pouvez nous envoyer ici des questions, soumettre une question et en disant sur quoi le sujet de ces questions. Donc ça peut vous permettre un petit peu de rentrer en contact facilement avec nous. Arrêtez le partage. Toc. Ah. Voilà. Vous voyez BioLoinc. Alors, voilà, vous pouvez rentrer avec l'adresse qui est commune, le support Loinc, bioloinc.fr, et on vous répond sur ces sujets. Alors, est-ce qu'il y a des questions là? Bruno, tu t'es chargé de beaucoup de choses. De changer le format, on en a déjà parlé. Non, bon. Voilà. Alors, on peut. Je termine sur le transcodage rapidement, Bruno? Oui, va jusqu'au bout. Je remettrai les exemples le contexte après. Pas de problème. Alors là, le transcodage, bon, c'est un petit peu, je dirais, la façon dont on voit, je dirais, les choses pour réaliser un transcodage. Transcoder, on peut faire ça manuellement, prendre son dictionnaire et on y va. On remonte ses manches, ou faire un transcodage avec une aide via un industriel. Quand on fait en manuel, on peut très bien choisir, je dirais, on édite le circuit de la biologie, puisque c'est lui à prendre en priorité. Circuit de la biologie, vous pouvez prendre par chapitre si vous voulez, ou vous avez identifié les examens les plus fréquents de votre laboratoire et vous allez chercher ces analyses dans chaque discipline, vous pouvez sans aucun problème. L'industriel, vous pouvez faire appel donc à des industriels
qui vont vous faire un codage semi-automatique, mais attention, ce n'est quand même pas 100% du dictionnaire. Ne croyez pas que vous n'aurez pas une partie de validation déjà à faire. Ils vont vous proposer un codage, mais c'est à vous quand même d'avoir le dernier regard dessus. Et ils vont vous proposer un codage. Alors, c'est des codages auto-apprenants, je suis d'accord, mais ils vous feront jamais 100% de votre code. Et ne croyez pas non plus que vous aurez 100% de vos codes LOINC au niveau d'un dictionnaire de laboratoire, surtout, je dirais, spécialisé. Vous allez avoir déjà, si vous avez déjà les 80% de votre laboratoire, ça sera déjà très bien. Comment vous allez faire? Donc, vous récupérez le circuit de la bio sur le site bioloing.fr. Vous triez comme vous voulez, vous cherchez soit un code NABM, soit un chapitre, etc. Soit vous trouvez votre code, vous prenez, si vous trouvez, je dirais, n'allez pas chercher en se disant: «Ah bah oui, mais moi j'ai telle technique, alors moi je veux pas ça». Non, vous prenez celui qu'il y a. Vous ne vous posez pas la problème sur les analyses fréquentes, vous prenez les codes proposés dans le circuit de la bio, à moins que ça soit une grosse erreur et à ce moment-là, vous cherchez évidemment dans jeu de valeur entier de biologie. Si ça va pas, donc vous pouvez demander l'ajout du code et c'est vivement conseillé de nous demander l'ajout du code pour la fois suivante, puisqu'il y a 6 mois. Dans les 6 mois, moi je recueille pendant au moins, 4-5 mois, toutes vos demandes, pour qu'elles soient donc dans le jeu de valeur suivant. Si on me remonte rien, et ben, il y a rien derrière, hein. Donc il faut vraiment, que ce jeu de valeur vive et que vos remontées remontent au consortium, ce qui est très important. Pour un système côté médecin, il y a 2 façons de procéder. Parce que le code, LOIC, soit ils ont un alors il y a toujours un dictionnaire dans le code dans le dictionnaire des médecins, soit ils essayent de faire un transcodage avec l'aide évidemment, du jeu de valeur circuit de la biologie. Il y a le flux de résultats, qui arrive du laboratoire. Donc soit c'était en pré-transcodage, le code se reconnaît, il s'assemble, c'est bon. Soit c'est un reconnaissance par les libellés, par d'autres moyens qui sont prévus et à ce moment-là, on associe le code loin qui est associé dans un deuxième temps. Donc soit en pré-transcodage, soit en post-transcodage, ça dépend des systèmes. Alors, vous allez avoir, bon, quelques petits exemples. Je vous donne quelques petits exemples où vous allez être confronté à un choix de code. Choix en fonction de la technique. Normalement, je dirais, vous ne devez pas avoir de problème à ce niveau-là. Là, si on vous propose un code sans technique et un code avec une technique, c'est que réellement, c'est simple. C'est-à-dire que là, pour le cholestérol LDL, quelle que soit la technique, quel que soit l'automate, quel que soit ça, à partir du moment où vous le dosez, c'est le code sans technique. Si par contre vous faites un résultat calculé, là, le résultat peut être analytiquement différent et c'est pour ça que je vous propose le deuxième code. Pour l'urée, par exemple, là aussi, un autre cas, un choix en fonction de l'unité. Donc, vous n'aurez pas de problème normalement, à moins que si vous en avez un, vous nous le faites remonter, c'est une erreur. C'est important que vous n'ayez pas ce choix à faire entre un code sans technique et un code avec technique. Il doit être simple, ce choix. Pour une unité de laboratoire, vous pouvez avoir, je vous l'ai déjà dit, 2 unités. Donc, vous codez dans l'unité que vous envoyez comme résultat. Alors, le cas d'une ambiguïté entre 2 codes. Eh ben, le remplacement d'un code sans technique par un code porteur de la technique, si vous avez cette ambiguïté avec un code qui n'a pas la technique, un code, ça veut dire qu'il y en a un qui est fermé. S'il n'est pas fermé, c'est une erreur, vous nous remontez le problème. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, hein. Dans un fichier Excel, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Et donc là, si vous trouvez ça, c'est que vous n'avez pas filtré sur les codes actifs. Quand vous cherchez des codes, filtrez bien sur les codes actifs.
Voilà quelques exemples d'aide au transcodage. Actuellement, j'espère qu'on n'en a pas oublié. Là, actuellement, il y a beaucoup, plus laboratoire, c'est Medicus et C2Bio, FAST. Les autres sont plus, avec de l'intelligence artificielle, donc à codifier plus au niveau, médical et autres. Mais tous ont des transcodeurs, de Loinc dans leur système. Mais attention, ce n'est pas 100% des codes qui seront proposés. Alors on me dit, si un examen a 2 codes possibles, le labo en retient un en collaboration avec l'hôpital par exemple. Il travaille aussi avec une clinique qui a retenu l'autre code. Normalement, il ne doit pas y avoir, si c'est le même examen, il ne doit pas y avoir 2 codes possibles. Ou alors c'est que vous avez été chercher dans le Loinc général. C'est pour ça qu'on essaye de vous faire le circuit de la bio pour ne pas avoir d'ambiguïté. Un code au niveau du clinicien, s'il y a 2 codes possibles, c'est-à-dire masse et mol, il doit avoir cette possibilité de recevoir les 2 et de reconnaître les 2, puisqu'il ne sait pas a priori qu'est-ce que le laboratoire va lui envoyer. Le laboratoire, il sait ce qu'il envoie, le médecin, ne sachant pas ce qu'il va recevoir, doit pouvoir accepter un ou plusieurs codes pour le même. Alors au niveau de l'OINC, si vous avez encore, ah oui, un exemple quand même d'application de l'OINC, évidemment, vous connaissez tous le projet CIDEP. L'OINC, c'est la première utilisation, en France de l'OINC, c'est le projet CIDEP, c'est-à-dire l'utilisation du même code pour remonter à un même résultat, PCR pour le coronavirus. C'était le même code utilisé dans tous les systèmes français. Ça a permis à faire de l'épidémiologie en direct, etc. Donc voilà la première utilisation marquée de résultats. Qu'est-ce qu'on fait avec un codage commun en France? Ça, c'est un exemple d'interopérabilité qui a eu lieu et peut-être que ça a permis d'identifier que la nomenclature LOINC pouvait servir à quelque chose. Voilà. Donc je vais passer la main, du coup à Bruno, la parole à Bruno. S'il y a d'autres questions, je vous répondrai dans le chat, si vous voulez. S'il y a d'autres questions, sur l'OINC, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et là, Bruno, tu peux reprendre la main. Ouais. Alors bon, désolé des problèmes techniques. Donc, je vais vous refaire le contexte. Donc, sur cette diapo-là, c'est ce que je vous avais dit. Donc, la transcodification LOINC et la transmission des résultats conformes au cadre d'interopérabilité. Eh bien, en biologie, ça existe depuis 2016. Vous voyez bien les diapos, hein, là, il n'y a pas de souci. Oui, on voit très bien. Oui. Ok, on est revenu au bon endroit. Donc ça date de 2016 et c'est vrai qu'à l'époque, quand le décret 2016-46 relatif à la biologie médicale est sorti, tout le monde a été extrêmement surpris parce que l'écosystème n'était pas prêt à émettre ni à recevoir du CDR2 niveau 3. Et donc, suite à ce décret, il y a eu des réunions de mise en place qui ont été faites entre la Société française d'informatique des laboratoires, et à l'époque, j'étais le trésorier, je suis toujours le trésorier, donc je faisais partie de ces réunions, la FEMA et la D6. Et au bout de 6 mois de discussion, on est arrivé à un planning de déploiement qui avait été validé par la DGS et qui, comme vous le voyez là sur la diapositive, qui prévoyait un arrêt du H' médecin en 2018, fin juin 2018, et qui prévoyait la réception du CDR2 niveau 3 au niveau des SGL fin 2020. Bon, rapidement, en fin 2018, on est arrivé sur un constat d'échec pour plusieurs raisons.
la MSS, qui à l'époque était concentrée essentiellement sur les établissements de santé publique et qui avait très très peu de diffusion en médecine de ville. Cette même MSS avait très peu de cas d'usage. On avait moins de 5% des messages qui étaient émis par les laboratoires. Une implémentation qui était complètement inexistante en médecine de ville. Et au-delà de la MSS, on n'avait aucun logiciel de gestion de cabinet médical qui était capable de recevoir du CDR2 niveau 3. Et ce qui a été un des facteurs les plus limitants, c'est que ApiCrypt V1 était toujours inscrit dans les ROSP, ce qui faisait que les syndicats de médecins libéraux faisaient une énorme pression au niveau des éditeurs, de la CNAM et de la DGS pour maintenir le statu quo et faire en sorte qu'on continue à utiliser le H' médecin. Donc on avait un écosystème qui n'avait pas du tout évolué en 2 ans, même si les éditeurs avaient commencé à faire les développements tant côté laboratoire de ville que médecine de ville. Et globalement, fin 2018, tous les éditeurs étaient capables d'alimenter le DMP, mais on avait moins de 10 millions à l'époque, quand je dis 10 millions, on avait même moins que ça. On avait quelques millions de DMP qui étaient ouverts, donc de toute façon, ça n'avait pas de sens. En tout cas, ça n'avait aucun intérêt d'aller alimenter le DMP. En parallèle de ça, on a Macron qui, en 2018, annonce des mesures sur la stratégie de transformation du système de santé, donc qui annonce Ma Santé 2022, avec pour objectif de rattraper le retard de la France sur le numérique en santé. On estime, mais à l'époque, la France avait au moins 10 ans de retard sur la plupart des pays européens. Et donc, il y avait Ma Santé 2022 était un grand programme permettant de rattraper tout ce retard du numérique. En 2019, à l'époque, Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé, présente le volet du numérique en santé. Et en parallèle de ça, fin 2019, on a la création de la direction du numérique en santé et de l'agence du numérique en santé, qui sont les 2 institutions qui remplaçaient la D6 à l'époque, qui était la direction des systèmes d'information de santé, et la ZIP, je ne me souviens plus, c'était l'agence des systèmes d'information partagés. Voilà. DNS, qui est une délégation interministérielle, contrairement à ce qu'était la D6, qui à l'époque était une section de la DGS, donc la Direction Générale de la Santé. En 2020, on a eu la publication de la doctrine technique du numérique en santé, qui a défini en fait toutes les modalités d'échange et de partage et la mise en place de tous les services socles, c'est-à-dire le déploiement de l'identifiant national de santé, de l'identité nationale de santé, parce qu'à l'époque, on parlait d'identifiant, qui a rendu opposable la PGSSIS, et qui a mis en place, qui a rendu opposable également l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé et tous les outils de coordination. Suite à la crise sanitaire, on a eu le Ségur de la santé en 2020. Et en juillet 2020, on a eu les publications des conclusions du Ségur de la santé avec tout un volet numérique, alors qui concernait l'ensemble des professionnels de santé, mais notamment au niveau des laboratoires et de l'ensemble des acteurs de santé. C'était l'utilisation, en tout cas, l'obligation d'utiliser l'identité nationale de santé le plus rapidement possible, de façon à assurer l'échange
et le partage des informations médicales de manière complètement sécurisée. L'utilisation de l'annuaire national de santé qui est ProSanté Connect, qui est un annuaire qui permet à chaque, en tout cas qui est un système qui permet à chaque professionnel de santé de pouvoir s'identifier et d'avoir accès à tous les services proposés par nos autorités de tutelle, et donc notamment avoir accès au dossier médical partagé. Deux éléments forts, c'était, mais qui reprenaient le décret 2016-46, c'était l'envoi systématique des comptes rendus structurés par messagerie sécurisée de santé aux professionnels de santé, mais également aux patients par l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé citoyenne. L'alimentation systématique du dossier médical partagé. Alors ça, c'est important parce que en 2016, c'était que la médecine de ville qui devait alimenter le DMP. Et dans les conclusions du Ségur, il était clairement identifié que ça devait être l'ensemble des laboratoires de biologie médicale, qu'ils soient de ville ou hospitaliers, qui devaient alimenter ce dossier médical partagé. Et un élément fort, pour le coup, là, qui était très nouveau, c'était de permettre l'accès au dossier médical partagé par les biologistes de manière très simple à partir de leur système de gestion de laboratoire. Alors, le Ségur du numérique, rapidement en quelques chiffres, hein, c'est 2 milliards d'investissements qui sont consacrés au développement numérique sur 5 ans, avec 2 volets, une action de financement sur l'équipement et l'évolution des services socles. Donc, pour la biologie, ça se traduit par le financement de la mise à jour des systèmes de gestion de laboratoire pour faire en sorte qu'ils soient compatibles aux exigences de Ségur, c'est-à-dire l'échange et le partage de données conformément au cadre d'interopérabilité. Et ce financement concerne les systèmes de gestion de laboratoire et les éditeurs qui nous permettent d'assurer la transcodification LOINC. Et il y a également un financement à l'usage, alors qui concerne essentiellement les hospitaliers. C'est le système SONES pour les hospitaliers, et pour les laboratoires de ville, c'est l'avenant 10 de la Convention. Ce qui est important de comprendre, hein, c'est que la mise en œuvre du Ségur a énormément accéléré les usages. Hein. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, hein, au niveau des documents qui alimentaient le DMP, on était à 0,2 documents par habitant jusqu'à fin 2021. Et à partir de juin 2021, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à... Alors, il y a 2 choses, hein. Il y a eu les expérimentations sur l'ouverture systématique de l'ENS qui se sont terminées fin du premier semestre 2022, donc qui ont augmenté le nombre de DMP et donc qui ont permis aux laboratoires de ville d'augmenter le nombre de dossiers qui permettaient d'alimenter le DMP. Et en même temps, aussi l'accélération du déploiement des solutions qui étaient DMP compatibles. Et donc, on a vu très rapidement, donc à partir de juin 2021, une alimentation du DMP qui était exponentielle. Moi, je suis biologiste dans un laboratoire en Occitanie et quand je regarde les chiffres là sur septembre, octobre, on alimente le DMP pour 85% de nos dossiers, ce qui est énorme. Hein. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que sur les DMP alimentés,
on a un peu plus des 3/4 des dossiers qui sont lus, donc qui sont ouverts au moins une fois, que ce soit par le patient, soit par un professionnel de santé. En ce qui concerne le volume de documents qui alimentent le dossier médical partagé, eh bien, la biologie médicale elle représente à peu près 45%. Donc, la biologie médicale de ville représente 35% des documents qui sont déversés dans le DMP. Mais si on rajoute la biologie médicale hospitalière, on monte assez rapidement à 45, voire 50% des documents qui alimentent le DMP. Donc ça, Sylvie vous en a parlé un petit peu. Donc les éditeurs, alors j'ai pas de diapo dessus, mais ce qui est sorti du Ségur, c'était que le principe, c'est que on réalisait un financement pour compte, c'est-à-dire un financement pour les professionnels de santé des éditeurs. Donc l'État finance directement les développements aux éditeurs, mais par contre, ce financement est soumis à la validation du bon fonctionnement par les professionnels de santé. Et l'entrée dans ce process de financement était conditionnée au respect d'un certain nombre d'exigences, je reviendrai dessus. Et donc, on avait des exigences qui ont été décomposées en 2 vagues et puis maintenant en 3 vagues. Donc, en ce moment, on est sur la vague 1, où la plupart des exigences, j'y reviendrai, concernent l'échange et le partage des données de santé. Et donc, les éditeurs avaient jusqu'à fin juin pour prouver qu'ils respectaient ces exigences. En ce qui concerne les transcodeurs, Sylvie vous en a parlé, on en a 6 qui ont été référencés. Et au niveau des systèmes de gestion de laboratoire, on a 6 sociétés qui ont été référencées et 6 systèmes de référencés, étant donné que Dédalus a référencé 2 sociétés, à savoir Calicil et Exalis. En termes de planning, comme je vous l'ai dit, le référencement a été terminé fin du premier trimestre 2022. Pour pouvoir être financé, il faut avoir un bon de commande du professionnel de santé. Donc l'arrêt, la clôture des demandes d'avance, c'est-à-dire que un éditeur, lorsqu'il a un bon de commande du professionnel de santé, il reçoit 30% du financement et il aura ensuite 70% lorsqu'il aura déployé la solution. Donc la fin des demandes d'avance se fait au 30 novembre, 14h, et la date limite d'installation des logiciels est fixée au 28 avril 2023. Rapidement, une présentation du CISIS dans le cadre de la biologie médicale, même dans le cadre beaucoup plus général. Le CISIS, il est organisé en 3 couches. Une couche métier qui spécifie les documents et les contenus qui doivent être échangés, qui sont échangeables. Une couche service, donc alors c'est simple, qui spécifie les fonctionnalités à mettre en œuvre pour les échanges de données, et une couche transport. Pour être référencé Ségur vague 1, on devait répondre à un certain nombre de spécifications, et ces spécifications tournaient tout autour de l'échange et du partage de données. Donc, on devait pouvoir consulter le DMP de manière contextuelle à partir du système de gestion de laboratoire.
Donc ça, c'est un élément qui, pour les biologistes, est extrêmement important parce que ça leur permet, au moment de l'interprétation du compte-rendu, d'avoir accès de manière simple au dossier médical partagé, donc d'avoir accès au volet de synthèse médicale et beaucoup plus largement tous les documents qui sont publiés dans le DMP, et notamment à tout ce qui concerne tout ce qui concerne le remboursement. Et on a maintenant des logiciels qui, à partir de ces données, nous permettent de reconstituer un parcours de soins, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, pour l'interprétation des comptes rendus. Cette consultation du DMP devait se faire de manière simple, donc on a demandé aux éditeurs d'intégrer ProSanté Connect dans tous les systèmes de gestion de laboratoire. Comme l'ensemble des professionnels de santé, on a demandé aux éditeurs d'intégrer l'usage de l'identité nationale de santé. Un élément important, c'est l'émission des comptes rendus de biologie médicale. Donc l'émission des comptes rendus de biologie médicale vers le DMP doit se faire obligatoirement conformément au CISIS en CDR2 niveau 3. Mais comme on n'a aucune idée de la pérennité de ce format de visualisation de données, c'est du XML, sur une période transitoire, on a demandé également que le DMP soit alimenté par un PDF. Et donc, pour le DMP, c'est un CDR2 niveau 1. De la même façon, l'échange avec les professionnels de santé doit se faire par messagerie sécurisée de santé, et les laboratoires doivent transmettre le compte-rendu au format structuré, c'est-à-dire en CDR2 niveau 3. Et de la même manière, n'étant pas sûr de la pérennité de ce format dans le temps, parce que je vous rappelle que ces dossiers doivent être conservés 20 ans, en attendant d'avoir un peu plus de visibilité, on a demandé à ce que le PDF soit également transmis par messagerie sécurisée de santé. Autre élément pour les laboratoires, un laboratoire de première intention a l'obligation de consolider l'ensemble des examens de biologie médicale, même ceux qui sont sous-traités. Et donc, on a exigé que le compte-rendu du laboratoire spécialisé soit intégré dans le compte-rendu du laboratoire de première intention. Donc, soit au format image lorsque le laboratoire de seconde intention transmet un PDF, soit intégrer directement le CDA. Dans le contexte hospitalier, c'est le DPI qui, en règle générale, donc le DPI, c'est le dossier patient informatisé, qui, en règle générale, alimente qui communique avec l'extérieur. Et donc, on a demandé à ce que ce soit le SGL hospitalier qui génère le CDR2 niveau 3. Et par contre, après, on laisse le DPI communiquer avec l'extérieur. Ce flux à l'intérieur des établissements de santé ne passe pas du tout par la messagerie sécurisée de santé, mais par des flux normés HL7. Et enfin, pour faciliter l'export, on a référencé des éditeurs qui étaient spécialisés dans le transcodage Link, et on a demandé aux éditeurs des systèmes de gestion de laboratoire d'être capables d'importer et d'exporter le catalogue des examens. Et enfin, dernière exigence de SECVAG 1, c'est la vérification systématique du RPPS. On est déjà en train de travailler sur la vague 2 et sur la vague 3. La vague 2 qui est prévue, les exigences vont être publiées début 2023
vont permettre de consolider toutes les exigences de la vague 1 en termes d'échange et de partage. Et on va rajouter un petit peu de sécurité. Et en ce qui concerne la vague 3 va concerner tout ce qui est la prescription dématérialisée, et en biologie médicale, au-delà de la dématérialisation, on va aller sur la prescription structurée. Voilà, donc j'en ai terminé sur les éléments de contexte. Désolé pour les problèmes techniques, mais si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Bon, a priori, j'ai été super clair. Je crois qu'ils n'ont pas de moyen de nous parler de toute façon. Ils ne peuvent qu'écrire. Ils ont le chat. Le nouveau système ne permet pas de parler, je crois. Donc, de toute façon, si vous avez des questions... si, il y a une nouvelle question sur le chat. 3 questions. Alors, j'y vais. Alors, à qui revient donc la responsabilité d'alimenter le DMP avec les résultats de bio? Le laboratoire ou le logiciel du médecin? Non, c'est le laboratoire. Labo, hein, c'est bien ce que j'ai dit, oui. C'est le laboratoire. Alors, Pardon, Isabelle Michel, comme tu as Baudin. répondu. Non. Ah ben, tu as répondu. Indépendamment d'ApiCrypt, un tableau H', pourquoi pas avec des codes Loing, c'était mieux pour un médecin qu'un PDF en Ça, j'ai MSF rien Santé. dit. Le CDR2 niveau 3 du Ségur est le vrai progrès pour la bio. Alors, le CDR2 niveau 3, c'est pas pour les biologistes, hein, c'est vraiment pour les médecins. C'est un vrai progrès pour les médecins, parce que jusqu'à présent, alors déjà un tableau H' avec des codes ApiCrypt, il faut savoir que H' n'est plus maintenu depuis 2007, et donc cette nomenclature, elle est maintenant spécifique de chaque éditeur. Donc, c'est très compliqué de communiquer en H' avec un médecin parce que on s'appuie que sur des codes locaux. Et ce médecin qui s'amuse à comparer les codes locaux des différents laboratoires, eh bien, systématiquement, il tombe à côté. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le CDR2 niveau 3 avec la codification Loing. Et pour moi, c'est pas pour les biologistes, hein, parce que les biologistes, ils n'ont pas besoin de ce compte rendu. Par contre, pour les médecins, c'est un énorme progrès parce qu'on va pouvoir s'assurer de la comparabilité des examens, alors que le H' ne le permettait pas. En plus, le H' avait une vraie problématique, c'est que réglementairement, le compte-rendu qui était émis en H' ne respectait pas la législation, et donc on devait arrêter. De toute façon, cette transmission avec cette nomenclature. Alors, sur l'utilisation des codes Loing, c'est bien pour ça qu'on a fait le jeu de valeurs circuit de la biologie, hein, de façon à ce que, pour un code examen, l'ensemble des laboratoires utilisent le même code Loing. Ça, c'est indispensable parce que si on reprend l'exemple de la glycémie, il y a à peu près une centaine de codes Loing qui sont publiés par Egenstrif. On en a choisi 2 dans le jeu de valeurs circuit de la biologie. Un qui est en grammes par litre et l'autre qui est en millimoles par litre, de façon à ce que les récepteurs puissent facilement comparer les résultats.
Bruno, au niveau des nouveaux systèmes, à partir du moment où un éditeur est Ségur compatible, ils doivent de toute façon savoir introduire le link. Mais Oui, est-ce qu'ils la fournissent au départ ou pas? non, Ça, non, ça dépend des non, il n'y a éditeurs, ça. aucun éditeur Oui, à c'est l'heure ça. actuelle qui Il n'y a pas fournit. d'obligation. Il n'y a pas Non, d'obligation de toute façon. c'est bien pour ça que Ouais. on a choisi de référencer des éditeurs qui étaient spécialisés dans la transcodification Loink Bah, oui. pour permettre aux laboratoires, pour faciliter en fait cette transcodification par les laboratoires, parce que ça reste quand même un boulot Énorme. qui doit être supervisé et géré par les biologistes. Oui. Et donc, c'est du temps de biologiste qui est utilisé et qui n'est pas utilisé pour autre chose. Donc, à mon sens, il ne faut pas hésiter à utiliser leurs services. Et en plus, ils sont d'excellents conseils pour justement pour le choix des codes C'est sûr. et la structuration des analyses. Je confirme. À l'heure actuelle, on a une obligation d'alimentation du DMP et de transmission du compte-rendu par la messagerie sécurisée citoyenne. Et donc oui, ils auront leurs résultats à 2 endroits différents. En sachant que tout le monde, on est parti du principe, en tout cas, on est parti, le législateur et les autorités de tutelle sont partis du principe que tout le monde n'allait pas utiliser le dossier médical partagé, mais que par contre, tout le monde utilisait sa messagerie. Bon, s'il n'y a pas de nouvelles questions, On va s'arrêter là. on va s'arrêter là. Merci pour votre participation. Merci à tous. Et merci à tous. De toute façon, le webinaire a été enregistré et vous pouvez y avoir accès en Il y a un replay. questionnaire, je crois qu'il y a un questionnaire que vous allez devoir remplir il va y avoir un lien vers un questionnaire et il faut le remplir pour qu'on puisse s'améliorer. Continuer à améliorer les webinars. Voilà. Bon. Allez. Bon, à bientôt à tous. À bientôt.